Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Alors comme je vous le disais, malgré les comparaisons d'horloges, il reste un certain arbitraire sur le temps, mais on peut fixer cet arbitraire. En effet, le temps sert aussi à modéliser les phénomènes physiques. Prenons un exemple simple. Les lois de Newton disent que un corps qui est libre, c'est-à-dire sur lequel il n'y a aucune action, aucune force qui agit sur lui. Donc pas un corps sur Terre parce qu'il y a la gravité qui agit sur lui, mais un corps par exemple assez éloigné dans l'espace, loin de toute source de gravité et sans effet sur lui. Un tel corps a tendance à continuer en ligne droite à vitesse constante. Donc il continue sur sa trajectoire de manière imperturbable, tant que rien ne l'arrête, ne le freine ou ne le perturbe. On peut tracer la courbe de sa position en fonction du temps. Donc on trace un graphe avec le temps et sa position. Faisons deux tels graphes. Le temps est mesuré par une horloge. Donc on va dire par exemple une horloge A, HA, et une horloge HB. Supposons que les premières mesures de ce corps donnent une droite, tandis que l'autre donne quelque chose de plus sinueux. Là, dans le cas où la trajectoire est donnée par une droite dans ce graphique, ça veut dire que sa vitesse est constante, la position varie de manière uniforme avec le temps, et la pente de la droite donne la vitesse du corps. Avec l'autre horloge, on obtient une courbe sinueuse, donc une vitesse qui varie. Si on a déterminé par l'observation, par l'étude, par l'expérience, que rien n'agit sur ce corps, alors cette courbe sinueuse est plutôt étrange. Quelle serait la raison de la variation de cette vitesse? Il y a trois possibilités. La première, c'est que les lois de Newton soient erronées. Elles pourraient être fausses. Mais les conséquences des lois de Newton, les lois de la mécanique, ont été vérifiées dans une large gamme de situations. Et ces lois se sont avérées précises et exactes. Aussi bien pour des expériences sur Terre que le mouvement des astres, tels que la Lune, Mars, etc. Et du moins pour des vitesses qui ne sont pas trop grandes par rapport à la vitesse de la lumière, et pour des gravités raisonnables, pas trop fortes, comme sur Terre par exemple. Sinon, il faut passer à la relativité. Donc, on peut exclure cette possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'il y a une force qui perturbe le corps et qui nous a échappé. Alors ça, c'est tout le talent et l'art des expérimentateurs qui doivent faire la chasse à tous les effets parasites pour essayer de dire ce corps, rien n'agit dessus. C'est par ce type d'allure d'examen, d'analyse, de chasse aux éléments, tout ce qui peut agir, que l'on fait des découvertes. Et on peut aussi comparer de nombreux cas complètement différents. Si dans tous les cas, HA donne quelque chose de conforme à ce qu'on attend, et que HB, avec l'horloge HB, on a toujours la même perturbation, alors on peut dire, il n'y a pas quelque chose d'inconnu qui nous échappe, c'est juste HB qui ne marche pas bien. Et donc ça, c'est la troisième possibilité. HA est bon, et HB n'est pas bon. On peut aussi, bien sûr, analyser le fonctionnement de ces horloges pour déterminer comment elles fonctionnent, est-ce qu'elles obéissent aux lois de la physique, et pour détecter, là aussi, au sein de ces horloges, tout effet parasite qui pourrait les perturber. Nous en avions parlé à propos des mesures, des vibrations ou autres, des mouvements qui peuvent perturber un balancier, ou des effets parasites tels que l'effet Doppler sur les horloges atomiques.
Donc c'est tout un travail systématique mené par les spécialistes, en particulier par les laboratoires affiliés au Bureau international des poids et mesures, dont le centre névralgique est situé au pavillon de Breteuil, près de Paris. Et leur travail consiste à vérifier la qualité des dispositifs permettant de mesurer le temps ou d'autres types de mesures, des distances, du poids, etc. Alors, on préfère donc choisir HA, et le temps que HA indique, parce que cela correspond aux lois physiques. Ou comme le dit Kip Thorne est un grand spécialiste de la relativité générale, il est un de ceux qui a reçu le prix Nobel pour la première détection directe des ondes gravitationnelles. Kip Thorne dit « Le temps est défini de manière à ce que le mouvement semble simple. » Donc c'est un choix, il y a toujours cet arbitraire sur le temps, mais on préfère choisir un temps qui donne un mouvement simple. C'est normal. S'il y a un certain arbitraire, parce que ce n'est que des noms, des étiquettes, s'il y a un certain arbitraire, il est normal de choisir la simplicité, plutôt que des règles complexes qui décriraient le mouvement. Ainsi, par exemple, le temps astronomique, qui fut utilisé tout un temps, est très limité. Il y a des imprécisions. Par exemple, il y a les effets des marées, les marées dues à la Lune et au Soleil, qui provoquent les marées sur Terre. Les marées provoquent des mouvements des masses d'eau, mais également la déformation de la croûte terrestre. Tout cela, par les phénomènes de frottement et de viscosité, dissipe de l'énergie et ralentit la Terre. La rotation de la Terre diminue. La diminution n'est pas énorme. Elle est de l'ordre d'1 seconde par an sur 20 ans. Donc en 20 ans, la durée d'une année diminue d'environ 1 seconde. Mais c'est non négligeable, vu les précisions extrêmes que l'on atteint maintenant avec les horloges atomiques et avec les besoins. Les besoins tels que le GPS, les besoins tels que l'informatique. Donc on a besoin d'une très grande précision, et donc on ne peut plus se fier à ce temps astronomique. D'autant qu'il y a d'autres perturbations, comme les perturbations des planètes. Pour donner une idée de ces perturbations dues par exemple au frottement des marées, c'est vrai que sur quelques années, une fraction de seconde sur une année entière, c'est pas énorme. Mais sur de plus longues durées, ça peut devenir important. Par exemple, il y a environ 2000 ans, il y a eu une éclipse solaire, une éclipse totale, et la zone d'ombre due à la Lune, qui était devant le solaire, la zone d'ombre a traversé l'Europe. Et de nombreux écrits de l'époque nous permettent de dire, à telle date, l'ombre est passée à tel endroit. Et si on calcule avec la mécanique céleste les mouvements des astres et des éclipses dans le futur, c'est-à-dire depuis 2000 ans, on constate un décalage progressif. Ce décalage, au début, ne fut pas compris avant qu'on découvre que la durée de la journée, le jour terrestre, diminuait tout doucement, enfin augmentait plutôt. La durée augmentait du fait du ralentissement de la Terre. Donc c'est une augmentation, pas un ralentissement, pas une diminution. Et à l'époque des dinosaures, les journées étaient nettement plus courtes. Donc, on a là des moyens de déterminer quels sont les instruments les plus précis en fonction des règles que l'on s'est fixées. Et les instruments les plus précis et les plus stables que l'on possède actuellement sont les horloges atomiques, que je vous ai décrits. Il y a encore des améliorations en cours, utilisant divers phénomènes physiques tels que les pailles quantiques ou les condensats, qui sont des états particuliers de la matière lorsqu'on atteint des températures extrêmement basses et qui vont permettre d'avoir des horloges encore plus précises. Alors il y a un certain travail technologique de mise au point, donc on ne les utilise pas encore, mais ça viendra sans doute à moyen terme ou même à court terme.
Une fois qu'on a nos instruments, on peut choisir un étalon, c'est-à-dire une unité de mesure, la seconde. Et un étalon qui dit voilà ce qu'est une seconde. Et ça a varié au cours du temps. Les définitions au cours du temps ont suivi la technologie, les besoins, la facilité d'usage des différents étalons. Et les étalons pour le temps, les longueurs, le poids ont varié. Ainsi, avant 1956, on disait qu'une seconde, c'est 1 divisé par 86 400, le nombre de secondes dans un jour, pour un jour moyen, calculé sur toute l'année. Ensuite, comme c'était trop peu précis, on a dit on va prendre un jour bien précis. On va prendre le 1 sur 315 millions, etc., avec beaucoup de chiffres, y compris 4 chiffres après la virgule, 1 divisé par ce nombre, de l'année 1900 entre deux équinoxes. Là, plus de problème astronomique, puisqu'on regarde toujours la même année, l'année 1900. Petit défaut de cette méthode, 1900 est passé. On ne peut pas aller faire de mesures, c'est dans le passé. Donc, c'était pas pratique. Et en 1967, on a encore changé. Et ce qu'on appelle le système international, maintenant, qui a été adopté par tout le monde, y compris les anglo-saxons, même sur les routes américaines, vous verrez encore des panneaux de limitation de vitesse exprimés en miles per hour, donc en miles par heure et pas en kilomètres par heure. Mais tout le monde a normalement adapté ce système international. Et on dit maintenant que une seconde, c'est 9 192 631 770 oscillations, donc pour les horloges atomiques, dans le domaine des micro-ondes, pour le rayonnement émis entre deux états hyper fins. Ce sont des états particuliers des électrons excités, de l'état de base du césium-133. Le césium-133 étant un des isotopes de césium de masse atomique 133. Donc vous voyez une définition très précise qui en plus s'accompagne d'une liste assez extraordinaire de conditions d'usage. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les horloges atomiques, on ne peut pas commencer à les secouer, il faut qu'il y ait des blindages, il faut un tas de précautions. Il y a également des tables de correction pour les champs magnétiques qui perturbent, etc. Donc c'est très précis, très complexe. Tout le monde ne manipule pas des horloges atomiques comme ça. Et donc on a défini un temps universel pour tout le monde, qui donne non seulement l'écoulement du temps, c'est-à-dire la seconde, mais également la synchronisation des horloges, c'est-à-dire T égale 0. Et, c'est-à-dire minuit. Et on a défini des standards, appelés UT0, UT1, UT2, ET, UTC, qui sont de précision croissante, leur usage étant plus ou moins sophistiqué à cause de cette précision, donc c'est pratique d'avoir plusieurs standards. Et le UTC, le temps universel coordonné, est fourni par un ensemble d'horloges atomiques situées à différents endroits dans le monde. On communique, on rassemble les données, on calcule un temps moyen à une très très grande précision, en moins d'un milliardième de seconde, et ce temps est diffusé partout, par signal radio par exemple, pour tous ceux qui peuvent en avoir usage. L'informatique, le GPS, les bateaux, les avions, etc. Souvent, à peut-être une étape près, les téléphones modernes, les montres modernes se synchronisent directement sur ce temps universel coordonné. Le même temps pour tous, le plus précis possible. Notons que il y a toujours le problème du temps astronomique. Nos activités sont basées sur le temps astronomique. Les jours, les saisons. Et le temps astronomique n'est pas stable.
les durées des journées s'allongent. Et donc, de temps en temps, on a introduit ce qu'on a appelé des secondes intercalaires. C'est-à-dire qu'à certains moments, on a dit, voilà, toutes les horloges avancent d'une seconde. Boum. De manière à se caler sur le temps astronomique. Pas de problème dans la mesure où tout le monde le fait, mais ça emmerde quand même beaucoup de gens. En particulier l'informatique, où les échanges de données entre ordinateurs sont souvent liés à des enregistrements d'horloges très précis, et c'est très ennuyant quand il faut changer d'une seconde tous les ordinateurs en même temps. Ça peut provoquer des désynchronisations ou des soucis si ce n'est pas tout à fait simultané. Et donc, on discute. Alors, je ne sais pas encore si la décision a été prise. Je pense que oui. La décision a été prise de ne plus se caler sur le temps astronomique. Il y aura le temps UTC universel des horloges atomiques, et c'est tout. Et on dira, le temps astronomique, c'est autant par rapport au temps atomique, avec éventuellement un décalage pour le temps astronomique. Et ce ne sera pas gênant, ce serait gênant si minuit commençait au milieu de la journée. Mais pour avoir un tel décalage, on peut encore attendre quelques millions d'années. Donc on est tranquille. Voilà. Nous avons défini le temps. Nous savons comment le mesurer, que signifie un bon temps, comment obtient-on un temps précis. Ça, c'est pour la définition, l'usage. La prochaine étape, c'est de voir comment se décrit le temps en physique, dans les différents cadres théoriques. C'est pas toujours simple, et donc nous allons y aller pas à pas, et dans la prochaine vidéo, nous commencerons par voir le statut du temps en physique classique, c'est-à-dire non relativiste, non quantique, la bonne vieille physique du 19e siècle, et ce qui est aussi la physique qui décrit la vie au quotidien. Je vous remercie.